France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. C'est jeudi, aujourd'hui nous sommes le 29 juin et bon courage à tous ceux qui passent le brevet. Aujourd'hui tous les élèves de 3e, ils sont à peu près 800 000 en France qui sont en plein examen pour leur première demi-journée d'examen avant d'être en vacances demain soir, en espérant que tous ceux et toutes celles qui le passent évidemment avec évidemment la mention, c'est tout ce qu'on souhaite pour tout le monde. Allez, c'est parti jusqu'à 18h30 pour votre grand forum avec tout à l'heure en troisième partie, on se fera un petit coup de zapping bien sûr que vous allez retrouver dans cette première partie dans un instant. Le sport, bien sûr, l'actualité sport, la télé avec les programmes pour ce soir. Hakim Rahal sera de la partie avec nous pour nous accompagner, pour décortiquer cette actualité avec 3 thèmes proposés aujourd'hui une nouvelle fois. On parlera de l'invitation d'Emmanuel Macron à Donald Trump pour assister aux cérémonies du 14 juillet. Il a effectivement accepté l'invitation, il sera là pour ces cérémonies du 14 juillet. Bonne ou mauvaise idée? Vous pourrez nous dire votre avis qui nous intéresse bien sûr au 01 40 33 9000 tout à l'heure via le mobile répondeur 06 18 21 56 41 ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. Le 25e anniversaire de la disparition d'un homme qui avait suscité beaucoup d'envie, beaucoup d'engouement autour de sa présidence. Mohamed Boudiaf a été assassiné le 29 juin 2012. C'était en direct à la télé, en direct de Annaba. On reviendra sur ce qui s'est passé donc ce jour-là, 6 mois à peine après son retour en Algérie. Et puis nous parlerons donc de Emmanuel Macron aussi, qui va s'exprimer 24 heures avant son Premier ministre en congrès à Versailles devant les députés et les sénateurs. Quelques députés ont d'ores et déjà dit qu'ils n'iraient pas, à l'image de la France Insoumise, à l'image de Jean-Christophe Lagarde, à l'image de quelques autres. Quoi qu'il en soit, la presse aujourd'hui parle d'un hyper président. Certains même n'hésitent pas à dire d'une humiliation envers le Premier ministre. On y reviendra avec vous pour nous donner, vous nous donnerez évidemment votre ressenti tout à l'heure sur France Maghreb 2. Nous parlerons aussi d'une belle initiative, d'un site qui a pour but d'apprendre à parler et écrire l'arabe. Ça c'est très bien. On verra cela donc avec celui qui est responsable de son site. Il sera avec nous tout à l'heure à 17h30 sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti donc pour votre rendez-vous de fin d'après-midi. C'est le LGF jusqu'à 18h30. Et côté coup de cœur musical évidemment, il y en a eu quelques-uns des artistes qui ont fait cet hommage à celui donc qui avait suscité un certain espoir en Algérie en 92, 6 mois de présidence d'un certain Mohamed Boudiaf. Il a chanté, ils ont été quelques-uns. Je vous propose d'écouter Marato Blounès qui donc rend hommage en musique. Hommage à Boudiaf, donc assassiné en direct à la télévision en Algérie en 92. C'était le 29 juin. Matoub Lounès lui a rendu hommage donc dans cette chanson. Il y a eu quelques artistes qui ont rendu hommage à Boudiaf, mais pas énormément en tout cas. Ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ce président suscitait un certain espoir auprès de la population algérienne. Après 6 mois à peine après son retour en Algérie, après qu'il ait donc accédé à ce poste de président, il n'a pas pu aller plus loin et voilà, ils en ont décidé ainsi. On y reviendra évidemment sur ce qui aurait peut-être pu être la présidence Boudiaf avec vous au 01 40 33 9000 et vous le savez, après l'Algérie qui a basculé dans l'horreur pendant de nombreuses années bien sûr, de manière d'ailleurs tout à fait isolé. Il faut le rappeler quand même que l'Algérie a vécu ces années noires sans l'aide de quasi personne, d'aucun pays. Voilà, c'est le monde qui regardait l'Algérie plonger dans l'horreur. Il ne faut pas oublier, parce que tout ça sert de leçon, et évidemment ça nous aide à construire notre futur. Et c'est avec le passé qu'on construit son futur finalement. On se le dit souvent, mais c'est utile de le rappeler. Et c'est vrai que il est toujours bon de rappeler les choses qui ont marqué bien entendu un pays, en l'occurrence l'Algérie, qui certes un pays très jeune. Certes aussi beaucoup de critiques lui sont adressées, notamment de la part d'Algériens. Mais il faut pas oublier quand même que l'Algérie a traversé des périodes compliquées, très difficiles. Bien entendu, ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. Bien sûr, dans un instant, on va parler de Donald Trump, puisque il a été invité par Emmanuel Macron pour assister aux cérémonies du 14 juillet. Donald Trump a accepté. Il sera donc à Paris pour le 14 juillet. C'est le grand forum, messieurs dames. Merci d'être avec nous en direct jusque 18h30. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi, nous sommes le 29 juin et
En pleine forme, je l'espère en tout cas, avec nous cet après-midi jusque 18h30 à Kimral qui devrait pas tarder à arriver, me dit-on. Alors on va l'attendre tranquillement pour démarrer ensemble notre premier thème. Vous allez pouvoir d'ailleurs nous appeler pour participer sur l'invitation de Donald Trump, qui a été adressé donc à Donald Trump par Emmanuel Macron pour assister aux cérémonies du 14 juillet. Alors bonne ou mauvaise idée, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on vous pose donc par conséquent au 01 40 33 9000. Vous pouvez évidemment intervenir et également intervenir via le mobile répondeur. Sachez le 24h sur 24, le 06 18 21 56 41 pour laisser votre message, coup de gueule, coup de cœur, réaction évidemment à l'émission. 06 18 21 56 41 24h sur 24. N'hésitez pas évidemment à laisser tous vos messages et on s'en fera ainsi ici l'écho au quotidien dans cette émission. Donc pour bonne ou mauvaise nouvelle pour donc Donald Trump à Paris pour le 14 juillet, on peut se poser quelques questions, sachant que Emmanuel Macron était ce matin en Allemagne aux côtés de Angela Merkel. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans Zapping, puisque Angela Merkel essaye de préparer une offensive contre Donald Trump vis-à-vis donc à l'occasion du G20 qui aura lieu au mois de juillet. Et donc on se demande à quoi joue Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'il la joue fine dans le sens où éventuellement ils vont peut-être essayer de sauver les accords de Paris. Vous savez qu'il y a renoncé Donald Trump il y a peu de temps. Donc c'est peut-être une tactique, une manœuvre de la part de Emmanuel Macron de le faire venir ainsi ici à Paris, de le faire tenter, de le faire changer d'avis. On se pose des questions en tout cas sur cette venue de Donald Trump. On en parle avec vous 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr et pour nous donner votre avis qui dans cette émission, bien sûr, vous le savez, nous intéresse. C'est une émission dans laquelle vous êtes invités à participer, à réagir et à nous donner votre avis, vous, peuple du monde, bien sûr, à pouvoir en direct à la radio réagir. Votre avis qui nous intéresse dans cette émission, donc 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000 pour ceux et celles qui nous appellent aussi de l'étranger et qui peuvent bien sûr intervenir, même s'ils vivent pas forcément dans le pays dans lequel on est, c'est-à-dire la France. Ils peuvent évidemment avoir leur avis, surtout sur l'actualité internationale, sur l'actualité maghrébine. Et nous parlerons d'ailleurs tout à l'heure de Boudiaf, puisque c'est le 25e anniversaire de la disparition, de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, le président qui avait suscité un certain espoir auprès de la population algérienne en 92. 6 mois à peine après son arrivée, il a été assassiné donc c'était à Annaba, en direct à la télévision. D'ailleurs, son à l'appui, images d'archives à l'appui, tout à l'heure sur France Maghreb. On en reparlera bien sûr avec vous et on parlera bien sûr tout à l'heure de Emmanuel Macron qui grille quelque peu la politesse à son Premier ministre qui a prévu de s'exprimer, vous savez, pour présenter sa politique générale donc ce mardi 4 juillet à l'Assemblée nationale. Et bien la veille, Emmanuel Macron réunit en congrès à Versailles sénateurs et députés pour faire un grand discours, peut-être d'orientation de son quinquennat. On verra en tout cas, on analysera tout cela avec vous au 01 40 33 9000. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec certains éditorialistes ce matin dans la presse qui parlent d'humiliation faite à son Premier ministre, même certains politiques aussi qui n'ont pas hésité à le dire, à le déclarer? Eh bien vous pourrez nous appeler là aussi pour nous donner votre avis. 01 40 33 9000. On va prendre tout de suite d'ailleurs la direction du standard. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Samir de Rennes. Bonjour Samir de Rennes. De Rennes, c'est dommage qu'on vous reçoit pas, mais actuellement je suis sur Orléans. Ah, très bien, c'est pour ça. Bah alors, je peux vous donner un petit tuyau accessoirement, mon cher Samir. Ouais. Vous qui êtes à Rennes, vous avez un smartphone ou pas? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Bon, eh bien, vous pouvez télécharger l'application France Maghreb 2, ainsi vous pourrez rester connecté à France Maghreb 2. Ah bah c'est parfait, vous êtes parfait Samir. C'est parfait. Alors et franchement, continuez comme ça. Donc moi je t'appelle, je vais vous tutoyer, hein, je suis désolé. Il n'y a pas de problème, tranquille. C'est gentil, donc l'émission, j'écoutais même l'émission religieuse, la totale. Je vous kiffe. Donc moi je me permets de t'appeler parce que franchement, j'ai pas beaucoup de chances d'appeler à la télé. J'ai pas beaucoup de temps. Mais par contre, là, aujourd'hui, sur la mort de Boudiaf, Allah yarhamou miskin, c'est un truc que je peux pas passer à côté. Je suis dans l'obligation d'appeler. Je vais vous dire pourquoi. Allez, on t'écoute, Samir. Qu'est-ce que t'évoques, Boudiaf? J'ai presque 50 ans, je suis d'origine marocaine, j'ai beaucoup d'amis algériens. Et à l'âge de 22-23 ans, j'étais dans une ville qui s'appelait Kinitra. Oui. Au Maroc. Et j'ai connu
Monsieur Boudiaf, Allah yarhamou, personnellement. C'est-à-dire, j'avais un de ses fils qui jouait avec moi au foot. Et sincèrement, Christophe, j'ai côtoyé ce personnage que j'ai jamais su que c'était un Algérien, première des choses. Deuxième des choses, d'une simplicité que le temps et bon Dieu va croire à comment il était ce bonhomme. Ouais. J'ai dédicacé à lui et tout. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler qu'il est parti président de l'Algérie. Oui. Et vous imaginez le choc que j'ai eu 5 ou 6 mois après d'assister au deuil de ses enfants et sa famille. Vraiment, c'est une perte pour l'Algérie, pour le Maghreb en entier et peut-être même pour l'humanité. Parce que c'est quelqu'un qui avait un grand cœur et c'est quelqu'un qui avait une grande responsabilité politique. Et je vous promets, Christophe, que j'ai discuté ni politique, ni rien du tout. On a discuté sport. J'avais 20 ans, donc je savais rien de la politique. Ça m'intéressait même pas à l'époque. Et sincèrement, je peux témoigner que c'était un très, très, très grand monsieur. Merci Samir pour ce... À sa famille, au peuple algérien, au peuple marocain, au peuple du Maghreb arabe, parce qu'on a perdu vraiment une vraie personnalité. Merci Samir pour ce témoignage extrêmement touchant en tout cas. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci Samir. Continuez comme ça, ne changez rien du tout. On va tâcher de continuer, merci Samir. Vous nous donnez en tout cas la force d'être là. Un bon après-midi. Merci beaucoup. On en parlera en tout cas tout à l'heure de Boudiaf. Samir en tout cas souhaitait en parler pour débuter, mais on en parlera plus longuement tout à l'heure. On écoutera d'ailleurs quelques sons d'archives de Mohamed Boudiaf, assassiné donc le 29 juin 1992. Dans un instant, on s'intéresse à Donald Trump. Donald Trump, il sera à Paris et on en parle. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Et merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 en direct dans ce grand forum. Et oui, ça y est, le ramadan est terminé. Du coup, eh bien, avec Hakim Rahal, on se régale, quoi. Salut Hakim. Salut Christophe. Bonjour les auditeurs. Salam alaikum tout le monde. Avec Moubarak. Eid Moubarak, une bonne fête. Bah oui, c'est vrai, on s'est pas vu depuis. Bah oui, depuis quand même. Bah oui, c'est juste là l'Aïd, hein. C'était il y a quoi Bah c'était il y a quelques jours, effectivement. Dimanche, ouais. Bah une bonne fête à tous les auditeurs. Et puis voilà, de retour à l'émission 7h-18h. Avec toi mon cher ami Hakim, on va parler. Alors c'est intéressant là ton avis tranché sur. Ah, mon avis tranché aujourd'hui. Bon, je rebondis sur l'actualité algérienne par rapport à la sortie d'un énergumène, Farhat Mani, qui président du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ouais. Voilà, donc mon avis tranché, c'est qu'il portera sur. Enfin, je pense que c'est plus que je pense par rapport à des petites recherches ci et là, que c'est un outil de divisionniste du Maghreb en entier que de mettre en avant la berbérité. Voilà, pour moi, c'est des berbéristes qui cherchent à diviser les populations et l'unité nationale. Voilà. Oui, rappelons quand même que pour ce cas précis de Farhat Meni, c'est que il a côtoyé de très près Bernard-Henri Lévy. Il a été reçu en grande pompe en Israël, aux États-Unis où il a affiché cette fameuse carte d'identité kabyle qui sort de je ne sais où. Et ils ont fait des manifestations, ils arrachaient des drapeaux d'Algérie accrochés à des poteaux. Donc là, on est dans un mouvement de rébellion et indépendantiste grave. Alors je sais qu'il y en a quelques auditeurs qui me sont tombés dessus quand j'ai dit ça, en disant oui, parce que l'autre fois j'ai dit que dans la région de Kabylie en Algérie, j'aime bien insister là-dessus parce que beaucoup aiment jouer là-dessus aussi en disant la Kabylie comme si c'était un pays. La Kabylie est une région de l'Algérie au même titre que la Bretagne est une région de la France. Dont je suis originaire en plus. Hein. Ah oui, en plus, d'accord, très bien. Eh bien, je disais que le MAC n'avait pas beaucoup de notoriété. Ah non, il fait beaucoup de bruit, effectivement. Pas beaucoup d'écho en Kabylie. Et ça avait gêné certains. Bon bah écoutez, venez me prouver le contraire. Moi personnellement, j'ai aussi des gens qui sont de là-bas et qui me donnent un petit peu les orientations et ce qui se passe là-bas. Et je peux vous assurer, a priori, d'après ce qu'on me dit, ce qu'il n'y a pas beaucoup d'écho, de manière sporadique, mais c'est pas non plus un écho extrêmement important que représente Farhat Meni. En fait, il profite de la crédulité des Kabyles et même des Algériens, donc sur des revendications d'ordre sociétal. Avec l'idéologie indépendantiste qui est dangereuse pour l'unité d'une république, d'un État.
pour lequel le peuple s'était battu et avoir son indépendance vis-à-vis du colon français. Donc là, on a plus de 60 ans d'indépendance. Et aujourd'hui, il sort comme ça de nulle part un petit peu, même si ça existe depuis le mouvement en fait. Bon, on en parlera plus tard. Et c'est beaucoup accentué à la mort de Boumedienne. Mais voilà, donc il joue de la crédulité aujourd'hui des Kabyles qui ont une identité qui est assez forte au niveau culturel. Voilà, donc c'est un peuple bon vivant, jovial, hospitalier, qui est qui conteste, qui revendique. Voilà, qui réclame ses droits. Comme disait Jacques Dutronc, qui conteste, qui revendique. Voilà, puis bon, on n'a pas attendu Jacques Dutronc pour être épris d'une volonté de justice et d'améliorer le quotidien. Donc, mais de là à dire que de mêler une volonté d'amélioration sociétale à une volonté d'indépendance vis-à-vis d'un État qui a lui-même reconquéri son territoire, c'est très grave. Voilà. Et donc, il faut pas tomber dans le piège. Et comme tu disais, Christophe, il y a beaucoup de bruit. Mais au sein non seulement de la population kabyle elle-même ou encore du peuple algérien dans sa totalité, il est marginal dans son mouvement. Hein. C'est juste parce qu'il a des sponsors, comme tu as cité les macabres Bernard-Henri Lévy ou l'entité sioniste colonisatrice de Palestine. Voilà, donc le gars il a des sponsoring et puis c'est pour ça qu'il fait beaucoup de bruit, mais il ira pas loin de toute façon. Hein. Alors, on va maintenant parler, si tu le veux bien, avant qu'on en parle un peu plus longuement au travers de ton avis tranché tout à l'heure, de Donald Trump qui accepte l'invitation d'Emmanuel Macron. Ah, c'est officiel, ça y est ? Ah oui, c'est officiel, ouais. Bah, c'est dur de refuser à un moment donné. Je sais pas, en tout cas, on verra. Mais en tout cas, il a accepté. On va essayer de comprendre la tactique parce qu'il y a certainement une tactique. En tout cas, il sera bien présent le 14 juillet prochain sur les Champs-Élysées pour le traditionnel défilé militaire. Confirmation donc hier, à la fois de Paris et de Washington. Défilé donc cette année qui commémore d'ailleurs le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Cependant, le député de la France insoumise, Alexis Corbière, déplore la présence cet été à Paris du président américain. Écoutez Alexis Corbière. Moi, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Voilà, Monsieur Trump s'est fait connaître dernièrement pour des déclarations fracassantes, climato-sceptiques, comme on dit. Il n'est pas d'accord avec les décisions qui étaient assez timides déjà à nos yeux, qui avaient été prises lors de la COP 21. C'est un sujet majeur. Il s'agit de l'avenir de la planète. Et donc l'inviter en quelque sorte me semble être une façon de laver un peu ses propos et de lui offrir dès cette première année la plus belle cérémonie que nous ayons dans tous nos symboles républicains. Donc je n'approuve pas moi cette invitation. Est-ce que tu partages l'avis, Hakim, de Alexis Corbière ? Est-ce que tu approuves ou pas d'ailleurs l'invitation de Donald Trump à Paris ce 14 juillet prochain ? Bah Alexis Corbière, après bon Alexis Corbière donc c'est France Insoumise. Donc on va dire c'est pas le courant politique ni l'idée politique que de Macron, donc il s'oppose un petit peu dès qu'il trouve le moyen de s'opposer, les politiciens ils s'opposent pour faire parler d'eux en même temps. Ouais. Mais de là remettre en cause une invitation, moi je suis plutôt pour les échanges, les rapprochements entre les pays, les chefs d'État, surtout que la situation donc le contexte mondial, il est voilà, il est très spécifique, hein, donc le conflit en Syrie qui a totalement changé de bord, quoi. Il s'est rééquilibré autrement avec l'intervention de la Russie, avec l'élimination d'Hillary Clinton, l'élection donc de Trump, le rapprochement qu'il y a eu au début entre Trump et Poutine. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent. La Syrie et Bachar al-Assad qui n'est pas tombé comme l'aurait souhaité la feuille de route, on va dire américano-anglaise, française, voilà. Donc c'est important de se rencontrer. Maintenant, c'est que c'est le défilé, ça c'est 14 juillet. Ouais. Donc voilà, c'est le défilé. Et là où moi je tiens à pointer, à mettre le doigt, c'est sur le défilé. Donc c'est un défilé militaire et donc les questions de guerre. Et moi j'essaie de mettre en corrélation avec le fait que le ministère de la Défense a été rebaptisé. Le ministère des Armées. En ministère des Armées. Oui. Et donc, logiquement, c'est-à-dire intellectuellement, le réflexe de l'esprit serait de dire que la défense, donc c'est pour se défendre, donc contre une attaque.
Et donc tu légitimes, légitime défense. Hein. Et quand tu rebaptises, t'enlèves le mot défense et tu mets armé, ça sent plus je suis armé pour attaquer. Et c'est là où ça me fait un petit peu réfléchir et j'émets des réserves sur. Si tu veux bien, on va pas trop s'éloigner du sujet parce que moi j'aimerais qu'on parle de Donald Trump et des relations qu'entretient Emmanuel Macron avec Donald Trump, parce qu'on sait que dès le début la presse l'attendait, est-ce qu'il va être capable d'affronter Donald Trump, etc. On a même été jusqu'à regarder la poignée de main. Tu te rappelles, on en a fait des tonnes là-dessus. Oui. Même Macron qui sait pas. Ça veut dire beaucoup les poignées de main en politique. Et apparemment, il a la poignée de main assez ça se travaille, hein. assez comment dirais-je, assez lourde, Emmanuel Macron. Quoi qu'il en soit. Et puis il y a la tapote sur l'épaule aussi. La tape sur l'épaule, ça compte, hein. Mais en même temps, vous êtes pas sans savoir, mon cher Hakim, ami auditeur, que Angela Merkel fait partie de ses meilleurs alliés, on va dire, en Europe, à Emmanuel Macron. Et Merkel, elle est pas, on va dire, Trump compatible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ce matin, elle l'a encore dit, en attaquant et en préparant une offensive contre lui, à l'occasion du G20. Alors, à quoi joue Emmanuel Macron? D'un côté, je suis copain, je fais des affaires avec Donald Trump. De l'autre, j'essaye avec Merkel de préparer une offensive contre lui. Tu serais pas en train de dire que, comme pendant les débats à l'élection présidentielle, Macron est d'accord avec tout le monde? Eh ben, alors, peut-être que, attention, c'est une stratégie. Moi, on n'est pas en train de juger, juste en train de constater. Et c'est moins qu'on puisse dire. C'est même son positionnement, Christophe, hein. Il y a, quand même un fait important à relater. C'est ces fameux accords de Paris qui ont été abandonnés, vous le savez, par Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas un coup donc proposé par Emmanuel Macron pour faire venir Donald Trump à l'occasion d'une cérémonie importante quand même, la fête nationale le 14 juillet, c'est très significatif, hein. Pour essayer de le faire changer d'avis, pour essayer de le faire évoluer et de revenir ainsi sur sa décision concernant les accords de Paris. T'y crois ou t'y crois pas à ça? Alors moi, ce à quoi je crois, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de bousculer les lignes, de ouvrir la parole, de rencontrer les personnes, et voilà, je crois vraiment que en Emmanuel Macron, il y a un changement par rapport à ce qu'on a pu connaître de la politique depuis Sarkozy ou la Hollande. La vieille politique. Voilà. Il y a un changement de manière de faire, mais parce qu'il utilise beaucoup on va dire le marketing politique, parce qu'il fait très attention aux mots, tant mieux, parce que la manière dont sont construites ces phrases qui traduisent donc ces idées, moi je sais un petit peu, un profil de Macron, je vois un petit peu le profil. Voilà. Bien. Alors on en parle avec vous, auditeurs du amoureux de Macron. On est bien pour compris. dire qu'il va tout changer. Grâce à lui, le monde il va vivre en paix, en harmonie. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Il y a Méziane qui nous attend et qui nous donnera le sien dans un instant. On va passer aussi au zapping dans un instant, la vie tranchée de Hakim Ral, et on parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de Boudiaf. 25e anniversaire de la disparition d'un président, Hakim, qui avait suscité un certain espoir auprès de la population algérienne. 6 mois à peine après son arrivée, il a été assassiné quand même. C'est assez inédit. En direct à la télé. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés. Oui, en direct comme ça, de cette manière-là. Apparemment, il gênait certaines personnes. Ah oui, non, mais ça c'est clair. En tout cas, en quelques images d'archives, on écoutera tout ça dans un instant, et puis on parlera d'un site un nouveau site qui vise à apprendre à bien parler l'arabe. On aura son responsable tout à l'heure sur France Maghreb 2. C'est important de bien apprendre aussi à parler arabe. Et une langue importante. Oui, bien sûr, surtout quand on est arabe. Hein. Eh ben oui, en plus. 01 40 33 9000, on est de retour très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, Hakim Ral qui est avec nous sur France Maghreb 2. Alors Donald Trump, pour bonne ou mauvaise nouvelle finalement concernant cette invitation, si j'ai bien compris, Hakim, pour te résumer. Ma position à moi? Oui, c'est globalement bon. Globalement bon, et tu es pour en tout cas dialoguer, discuter, échanger, bien sûr. Même avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Ça reste des alliés quand même, tu l'as dit, c'est pour fêter les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis sur le continent européen, Première Guerre mondiale, donc c'est pas petite devinette. Ouais. Mon cher ami Hakim, oui. Est-ce que vous savez dans quel pays Donald Trump est le plus populaire? Il y en a deux. Hein. Un continent?
Tu peux donner en Asie, en Afrique, en Europe, non? Bon, en Europe. allez, je te les donne. La Russie et Israël, où Donald Trump est le plus populaire avec 83% des personnes. Ah bah oui, Israël, interrogées. bah oui, je suis bête, moi. Oui. Voilà. Oui. Et en Russie aussi, il est très bien vu, Donald Trump, pour le coup. D'accord. Voilà. Alors, Méziane, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'arrivée de Trump sur le 14 juillet, là? Oh, allô, salut, salam alaikum. Wa alaikum salam, Méziane. Ça fait longtemps. Voilà, Eid Moubarak. ça aide-comme. Ça aide. Voilà. Bien écoutez, moi, je crois que ça n'a aucun intérêt, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça change rien. Parce que de toute façon, c'est que de la publicité, du marketing et du spectacle. Et que la politique, elle se fait pas parce qu'un président fait un défilé du 14 juillet. Bon, il y a un symbole par rapport à la Première Guerre mondiale. Mais c'est une opportunité pour eux, c'est tout. En fait, c'est de se représenter en spectacle. Et c'est un petit peu, ils jouent un peu pour leur ego. Mais d'un point de vue politique, bien entendu que l'Europe, et notamment la France et les États-Unis sont alliés. Voilà. Tout simplement, ils font en même temps du spectacle, voilà. Maintenant, mais je voudrais quand même saluer la mémoire de Mohamed Boudiaf. On va en parler dans un instant. Oui, vas-y, je t'en prie. Je voudrais tout simplement dire par rapport à Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, je me rappelle à l'époque, je me rappelle plus à quelle année, il venait d'arriver au pouvoir. 92. Et voilà, donc l'antenne 2 est allée, les journalistes sont allés l'interviewer. Ouais. Et il avait dit, écoutez, le journaliste avait dit, comment pensez-vous, vous allez remonter l'Algérie, est-ce que vous avez les cadres suffisants, les compétents, les gens compétents? Il a dit, malheureusement, oui, on a des gens compétents, mais ils sont malhonnêtes. Et puis ceux qui sont honnêtes ne sont pas compétents. Et il va falloir que je fasse un ménage. Et quand il a dit ça, je me suis dit, là, il a dit un truc, c'est pas très diplomatique. Et 2 mois après, il a été assassiné. On l'écoutera d'ailleurs dans une conférence de presse. Pour ce qui concerne Mahné, il faut savoir que c'est un fou et que la majorité des Kabyles ne sont pas avec lui. Mais pour autant, je voudrais dire que le 23 juillet, il va y avoir une grande manifestation à Béjaïa. Mais ça, c'est toujours l'instrumentalisation, bien entendu, parce que c'est pour des intérêts d'un monsieur qui s'appelle Rabrab. Et j'espère que ça va pas tourner au pugilat. Parce que c'est pour des intérêts particuliers et privés. Très bien. Pas pour l'intérêt de l'Algérie en général. Merci Méziane. D'ailleurs, puisque tu parles de manifestation, vous en propose une. Ça se passera ce dimanche à Paris. Et c'est organisé par un comité de défense des Rifins à Paris qui manifeste bien sûr contre l'emprisonnement de journalistes et de plusieurs personnalités membres des Rifins en fait au Maroc, et la répression qu'il aurait fait. Ça se passe donc place de la Bastille jusqu'à la place de la République ce dimanche 2 juillet. Voilà, donc là il va falloir qu'on en parle et qu'on y consacre aussi un dossier, parce qu'il se passe des choses quand même extraordinairement grave là-bas, bien que le roi se soit entretenu et pris l'affaire à bras-le-corps, mais pour l'instant ça ne suffit pas à calmer, puisque beaucoup de blessés et beaucoup de violence avec des gens cagoulés qui rejoignent donc les manifestations des Rifins. On y reviendra bien sûr peut-être demain, ou en tout cas on prépare une émission là-dessus, ne vous inquiétez pas. Samir est avec nous aussi. Salut Samir. Oui, salut à vous. Bonjour Samir, bienvenue à vous. Bonjour et une bonne fête de l'Aïd. Je pense que c'est comme le jour de l'an, on peut le citer, on peut le dire pendant toute l'année. Toute l'année, y a pas de problème. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, l'arrivée de Trump, la venue de Donald Trump pour le 14 juillet, Samir. Alors moi j'essaie toujours d'avoir une sorte de lecture un peu, d'avoir une deuxième lecture en fait des événements, et de pas m'arrêter en fait à la première lecture qu'on nous donne. Celle de par exemple d'Alexis Corbière là qui nous disait oui voilà tout ce qu'il a dit en fait. Moi je pense que c'est je sais pas si vous l'avez dit, mais je pense que si Trump vient avec Macron, s'il vient voir Macron, c'est pour éventuellement négocier une nouvelle intervention en Syrie. Alors c'est pas faux dans le sens où on va rappeler les faits, Samir. C'est que les deux présidents, donc Macron et Trump, se sont entretenus pas plus tard que mardi dernier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis accusent d'ores et déjà le pouvoir de Bachar al-Assad d'être à l'origine de la prochaine attaque chimique, parce que selon les États-Unis, il va y avoir une prochaine attaque chimique et c'est Bachar al-Assad qui en est d'ores et déjà le responsable. Et ils se sont téléphonés les deux présidents pour conclure d'une réponse immédiate et sévère en cas de nouvelle attaque chimique. Alors, t'as pratiquement tout dit, et je vais être court. C'est-à-dire qu'en fait, on avait les guerres préventives où finalement on allait en guerre en fait pour prévenir pour prévenir en tout cas peut-être d'une hécatombe ou de quelque chose qui pouvait en tout cas se passer en Irak ou ailleurs. On avait des guerres préventives. On avait le film Minority Report, c'est-à-dire que finalement on allait
on allait dans le futur pour essayer, je crois, d'arrêter quelqu'un qui allait commettre un crime. Le film avec Tom Cruise là que je regardais l'autre fois à la télé. Et là, en fait, on a un Trump et un Macron qui nous parlent déjà d'une deuxième attaque, sachant que la première attaque, elle a fait pchit, hein, comme dirait Chirac. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que finalement l'attaque n'était pas l'attaque chimique ne venait pas du pouvoir syrien. Oui. Et moi, je pense que pour finir, Christophe, je pense qu'en fait, dire que Assad, qui n'a rien à gagner en fait dans l'attaque chimique, surtout qu'en fait ils sont en train de faire le ménage, ils sont en train de nettoyer la Syrie, et tous les mercenaires de l'OTAN, là, les mercenaires djihadistes, sont en train de se faire laminer. Donc finalement la Syrie est en train de se faire nettoyer, toutes les villes sont en train de se faire récupérer. Mais Mossoul a été libéré en fait, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que Mossoul est libre depuis ce matin. Voilà, et donc il n'y a plus d'intérêt pour Bachar al-Assad qui est en position de force de provoquer une attaque chimique. Et je pense, pour finir, Christophe, que c'est une manière en fait de dire aux mercenaires qui sont là-bas, hein, les mercenaires djihadistes, de leur dire, écoutez, faites, répondez répondez à cet appel, c'est-à-dire faites brûler un entrepôt, commettez une attaque chimique de votre côté, et on fera endosser en fait cette attaque sur sur Assad. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit très bien, d'autant plus que les journalistes qui font pas toujours bien leur travail, et pour le coup sur cette actualité, ne l'ont vraiment pas bien fait du tout, parce que ils ont fait que répéter finalement toute cette propagande concernant Bachar al-Assad qui aurait été donc à l'origine de la dernière attaque chimique. Cependant, les journalistes ont eu aussi accès aux différents rapports d'organes quand même tout à fait sûrs, même je crois même un rapport de l'ONU qui indiquait que c'était pas Bachar al-Assad, mais c'était l'attaque chimique avait été perpétrée depuis la zone rebelle. Et là, pour le coup, silence radio, personne n'en a parlé, et on a continué à intoxiquer les gens, comme on aime d'ailleurs le faire ici, dans ce pays en particulier, à faire croire au peuple que Bachar al-Assad était évidemment à l'origine de cette attaque chimique. Encore une fois, quand je dis ça, je ne défends rien du tout Bachar al-Assad, qui est, vous le savez tous, un dictateur, personne ne le conteste, mais c'est aux Syriens et à eux seuls de décider du sort de leur pays et du sort de ce qui va être leur président ou pas. Donc voilà, c'est pas à nous de décider pour eux. Je veux dire, t'as résumé les choses encore mieux que moi, Christophe. Et voilà, donc la première raison, moi je pense que c'est de préparer certainement une sorte d'attaque commune entre les États-Unis et la France. Alors voilà. Juste pour la petite blagounette, pour finir, Samir, tu sais que les présidents qui sont passés par le 14 juillet, c'était pas un avenir glorieux pour eux. Kadhafi, Bachar al-Assad justement. Alors Trump va peut-être pas finir son mandat, je sais pas. Alors juste, la seule nuance, la seule différence, c'est que Kadhafi s'est fait avoir. Mais Bachar al-Assad est toujours présent. Alors, il ne s'agit pas de le défendre, mais toujours présent. Mais par contre, parce que Sarko, qui promettait en fait son départ, voilà, on n'en entend plus parler. C'est lui qui est parti. On n'en entend plus parler. Ouais. Et en fait, Bachar al-Assad est toujours présent, mais les présidents occidentaux, que ce soit Obama ou les autres, Blair, Cameron et compagnie, finalement déguerpissent un par un. Donc, il ne s'est pas passé en Syrie ce qu'ils avaient prévu qui se passe, et il ne s'est pas passé en Syrie ce qui devait se produire comme en Libye. Donc, moralité. Un simple fait quand même que ces présidents auxquels tu as fait référence, eh bien, ont le loisir de pouvoir aller faire des conférences payées 200 000 € les 20 minutes. Voilà. Ça, c'est la petite différence quand même qui est notable. Merci beaucoup en tout cas, Samir, de ton appel. À très bientôt. Samir. Voilà. Eh bien voilà. Donc on en reparlera bien sûr de Donald Trump. On aura l'occasion d'en parler puisque donc il a accepté, on le rappelle, cette invitation, et donc il sera sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, dit-on, pour les cérémonies du 14 juillet, la fête nationale. On va passer maintenant à l'avis tranché de notre ami Hakim Rahal. Vous pourrez d'ores et déjà évidemment réagir, mais avant de réagir, il faut d'abord écouter ce que Hakim Rahal a à nous dire. Il va nous parler des Berbères. Non, pas des Berbères, du berbérisme. Du berbérisme exacerbé. Chez certains. Oui, c'est une stratégie divisionniste. Alors. Une stratégie divisionniste. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et vous allez pouvoir nous appeler aussi pour bien sûr parler de Mohamed Boudiaf, donc c'est le 25e anniversaire de sa disparition. C'était le 29 juin 1992. Hakim Rahal, on t'écoute.
Alors, donc, dans mon avis tranché aujourd'hui, je voulais être tranchant sur le berbérisme. Pas l'identité berbère, une identité ethnique, culturelle, millénaire, à laquelle je revendique appartenir, mais le berbérisme, à savoir une politique, une imposture plutôt, une imposture divisionniste à l'encontre des intérêts même des peuples du Maghreb. Donc, l'actualité, là, dernièrement, nous avons un mouvement qui se dit politique avec un espèce de conseil indépendantiste gouvernemental d'une région. Genre, c'est plus qu'un comité de quartier, c'est plus qu'un syndic de copropriété, c'est des personnes qui sont improvisées comme quoi représenter au niveau politique une région et qui n'ont aucune espèce de légitimité à le faire, ils n'ont pas été élus, rien. Voilà, des militants, certes, au passé peu glorieux, qui se sont organisés afin de revendiquer au nom, donc, d'une culture, qui ne sont pas les dépositaires ni les gardiens sacrés. Donc voilà, ce Ferhat Mhenni non, n'est pas le gardien de la berbérité, de la culture berbère, de la mazérité. Non, Ferhat Mhenni, il estime qu'il faut donner donc l'autodétermination et même plus encore récemment l'indépendance, l'autonomie donc à la gestion sociale, politique, économique d'une région d'Algérie, voilà, Kabylie. Donc qui compte plusieurs millions d'habitants. Or, il n'a pas, non seulement il n'a pas cette légitimité, il n'a pas été élu par ces millions d'habitants, mais aussi, et c'est là où le bas blesse, c'est la logique qui se cache d'alliance et de soutien qu'il draine avec lui. Donc Bernard-Henri Lévy, bien connu pour ses positions guerrières, belliqueuses et de saccage et destruction de l'unité des pays du Maghreb ou la Libye, on s'en souvient. Hein. La Libye, pas plus tard que voilà ce qui s'est passé ces dernières années avec l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye qui jusqu'aujourd'hui est dans un espèce de chaos des plus qu'elle n'a jamais connu. Voilà, mais aussi il va prendre en photo avec en Israël, prise de photo avec les drapeaux, un drapeau inventé rafistolé pendant la présence coloniale française en Algérie avec le symbole du dieu Dogan, qui a pris ensuite le symbole de la lettre Z qui symbolise le Amazigh, imprimé sur un drapeau. Donc à partir du moment où on défend une culture, une ethnie, ça c'est autre chose, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, on a de quoi être fier. Mais de là à vouloir politiser la culture, et donc forcément, et même racialiser à outrance le fait que une ethnie soit meilleure que l'autre, en l'occurrence pour le discours des maquistes, c'est ceux qui adhérents, sympathisants et personnages du mouvement pour l'autodétermination ou l'autonomie de la Kabylie là, donc présidé par ce Ferhat Mhenni, même si à l'intérieur entre parenthèses il y a des divergences, d'accord, voilà, donc de là à dire qu'on veut l'indépendance territoriale, politique, là on comprend bien, il n'y a pas autre chose à comprendre que ça, parce que c'est pas demain qu'il va y avoir une police du MAC ou une armée du MAC ou un prélèvement d'un trésor public du MAC, non, on comprend uniquement une stratégie, une imposture divisionniste à l'encontre des intérêts du peuple lui-même et maghrébin. Voilà, les Maghrébins, donc les 5 pays du Maghreb, on les rappelle, Christophe, donc c'est Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, d'accord, qui chacun des peuples qui partagent la même langue avec des petites divergences de prononciation de certaines lettres, ou même avec des dialectes comme l'amazigh, le targhi ou le chaoui ou le shluh, qui sont des langues qui à l'intérieur d'elles-mêmes sont inspirées de la langue arabe.
D'accord? Donc cette union sacrée qui est tant désirée, on va dire, pour se renforcer, parce qu'à plusieurs on est plus fort, parce qu'à plusieurs on négocie mieux, parce qu'on peut se soutenir à plusieurs et parce que l'union fait la force globalement, eh bien elle est cassée par ces revendications indépendantistes. Donc on est toujours avec la logique de diviser pour mieux régner. Voilà. Alors on peut s'amuser naïvement à faire un lien entre les berbères maquistes d'Algérie, donc qui revendiquent l'autonomie de la Kabylie, et les gens du Rif au Maroc. Or que ce n'est pas du tout la même revendication. D'un côté, nous avons le poison berbériste du MAC qui distille une propagande anti-islam, donc et anti-arabe, donc qui plus est, c'est-à-dire raciste. Et de l'autre côté, on a des rifins qui sont simplement sur des revendications d'ordre social, économique. Donc on peut pas faire le lien. Naïvement, on peut dire ah bah tiens, c'est des berbères et ils vont se mettre d'accord, rien du tout parce qu'ils ont pas les mêmes revendications. Voilà. Alors donc moi dans mon avis tranché encore une fois, et j'attends avec beaucoup d'intérêt l'intervention des amis auditeurs sur le fait que le berbérisme, et non pas la culture berbère à laquelle j'appartiens, mais c'est que le berbérisme c'est une stratégie divisionniste à l'encontre même des peuples et des nations maghrébines. Bon, voilà, ça c'est l'avis tranché de Hakim Oral en toute liberté, bien sûr sur France Maghreb 2, et vous avez aussi le loisir et la liberté de lui répondre si toutefois vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Hakim Oral. 01 40 33 9000, voire même si vous appelez de loin, de l'étranger, 00 33 1 40 33 9000, n'hésitez pas à nous appeler ou en nous laissant aussi un message si vous voulez prendre le temps de la réponse sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Merci Hakim, on en sera. Je t'en prie. Je t'en prie, on peut faire une petite précision quand je disais tout à l'heure que Farhat Menni avec son mouvement du MAC, l'indépendance de la Kabylie, ou du moins l'autodétermination de la Kabylie, l'autonomie de la Kabylie, il abuse de la naïveté des gens, des berbères, des gens de culture berbère ou kabyle, jusqu'à faire en sorte qu'on monte, pendant des manifestations, ils montent sur des poteaux pour arracher le drapeau national algérien et ils plaçaient le drapeau symbole de la culture et de l'appartenance ethnique berbère. Donc, et là, la personne qui monte, à un moment donné, c'est avec l'enthousiasme, la ferveur, la chaleur, que procure une manifestation, et cet énervement, cette chaleur, la personne qui monte, elle arrache quoi en fait? Elle est en train c'est un acte de terrorisme. Le fait d'arracher un drapeau, de le jeter, de le brûler, et en revendiquant une volonté d'indépendance territoriale, un drapeau pour lequel on va pas rappeler ici à l'antenne, des millions de personnes sont mortes pour défendre la liberté et l'indépendance. Donc il profite et il abuse de la naïveté de certains Kabyles. Alors on va voir si Fares est d'accord ou pas avec toi. Bonsoir Fares, il nous appelle de Paris. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Voilà, je suis complètement choqué qu'est-ce qu'on est en train de dire. Choqué. Oui. Moi en fait, je suis pas d'accord qu'est-ce qu'il dit par rapport au berbérisme. Déjà, il faut savoir, il faut faire la différence entre le berbérisme. Parce qu'il y a la crise déjà depuis 1946, la crise berbère. Si vous savez, depuis 1946, et il faut savoir pourquoi on arrive à Farhat Menni, pourquoi il est arrivé à faire le parti politique de l'autonomie, parce que si vous voulez, le berbère ou tamazir, comme on dit, on est exclu de notre propre pays. Ça veut dire on n'a pas le droit de parler, il faut savoir, les années 70, le fait de parler juste en kabyle ou en tamazir, on est emprisonné. On est persécuté. Il y a 125 morts, 126 morts en 2001. Sans parler en fait, là, ça fait pas longtemps qu'à l'Assemblée nationale en Algérie, qu'un député RCD qui a parlé en tamazir, il y a une députée du FLN qui a fait un scandale, qui a fait du bruit pour que le député qui ne pouvait pas parler. Et tout ça, ça amène à la décision. Ça veut dire nous, ça fait longtemps qu'on appelle pour l'union, mais on est repoussé, à chaque fois on est repoussé. Là, il est en train de dire comme quoi les dialectes, ils sont
c'est à l'origine de l'arabe. Il faut savoir que Tefena, il existe avant que les Arabes venaient. Enfin, les Arabes, si vous voulez, par rapport à l'histoire, c'est par rapport à l'époque que les musulmans, en fait, l'islam, il est rentré en Europe africaine. Déjà, le berbère, il existait. Et c'est comme une langue. Tefena, ça existe des millénaires. Alors, Fares, on va juste faire le point un peu de 2 secondes sur ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas que des choses fausses. Alors, sur le printemps noir de 2001, effectivement, 126 morts sans que personne s'en soit offusqué. C'est ce qui s'est passé effectivement en Algérie avec une répression terrible. Il y a personne qui nous a aidés, il y a personne qui a manifesté dans des autres régions pour dire que non à la violence. Nous, on est toujours là pour défendre des autres peuples, pour les opprimer. Après, je suis pas d'accord avec Farhad Nani par rapport à sa politique, et je suis pas ramatiste, je suis toujours nationaliste. En fait, je défends toujours l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est mon pays du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest. Mes grands-parents, ils sont morts pour l'Algérie unie. Mais quand on regarde l'histoire, depuis l'indépendance, on n'a jamais... On est exclu, quoi. Et si vous savez, pas économiquement ou culturellement. Fares, il faut quand même admettre... À force, les gens, c'est normal, les gens après ils vont se replier. Il faut quand même admettre, Fares, que la langue tamazight a été reconnue comme langue nationale en Algérie. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Il faut savoir, c'est une langue nationale, c'est comme un papier cadeau, quoi. Mais si vous regardez le passeport algérien, il est écrit en quoi? En arabe et en français. Mais tamazight, il n'y est pas. Sur les papiers officiels, il n'y est pas. Là, rien que ça fait une semaine, un député s'est fait interrompre. On a bien entendu, mais bon, en tout cas, ça, imaginez que par exemple un député, je sais pas moi, corse ou breton, décide de parler en breton ou corse à l'Assemblée nationale. Pas sûr qu'on lui réserve un accueil des plus agréables. C'est pas une langue officielle de la France. Et sachez que la Corse, ils ont leur autonomie. Et ça choque personne. Ça a jamais parlé sur l'Union en France. Mais nous, dès qu'on parle sur l'autonomie de la Kabylie, ça choque tout le monde. Ça choque tout le monde, ça critique, ça va jusqu'aux insultes. Il parle sur le racisme berbère, on parle pas sur le racisme arabe. Moi personnellement, à chaque fois que je parle avec des gens entre guillemets d'origine arabe, parce que moi, le Nord-Africain, je l'ai jamais considéré comme arabe, je le considère toujours comme berbère, historiquement, ethniquement, comme ça fait longtemps, comme il a dit monsieur la dernière fois, quand vous regardez l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils ne considèrent jamais l'Afrique du Nord comme des pays arabes. Et les dialectes, c'est des dialectes, quand vous regardez le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, c'est un mélange entre le français, le berbère et l'arabe. Après, l'arabe, c'est vrai qu'il est présent depuis des siècles. Personne ne peut le nier. Mais après, on peut pas jeter de main de revers comme ça la tamazight, qui existe depuis des millénaires. Merci, Fares. Dans le sud algérien, vous allez voir dans des grottes, Tefena, elle est présente, les Touaregs, ils l'écrivent jusqu'à maintenant. Oui. Fares, il faut qu'on avance. Merci, on a bien entendu en tout cas, et on t'a laissé t'exprimer. Voilà. Salut Fares. Merci Fares. À la prochaine Fares. Et tu vois, je vais même te dire Telmert. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, 01 40 33 9000. Beaucoup de choses dans ce qu'a dit Fares. Bon, c'est un peu. Alors, moi, j'ai pas voulu rallonger le témoignage de Fares et laisser la liberté comme si chère à notre antenne. Mais on ne peut pas, sous prétexte d'une ethnicité, d'une culture, réclamer une indépendance territoriale, aller se prendre en photo avec l'État sioniste colonisateur israélien, avoir des sponsors qui encouragent à la rébellion face à l'unité nationale. On peut pas, c'est pas possible. Allez, on écoutera Abdelrahman aussi qui souhaite intervenir là-dessus. Décidément, il a suscité beaucoup de réactions. On parlera de Boudiaf, on parlera de Macron aussi. Dans cette émission, on parle de tout. On parle de vous, on parle de la vie, on parle de l'actualité. C'est le Grand Forum, c'est votre émission, chaque jour en direct sur France Maghreb 2 avec Hakim Ral aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Le grand forum sur France Maghreb 2, on a encore beaucoup de choses à faire dans un temps record. On va essayer de le faire, mais on va, promis en tout cas. 5h30 déjà? Ah ouais, ça passe super vite. Accueillir Abdelrahman qui a écouté ton avis tranché et qui, je suis sûr, sans nul doute, souhaite évidemment apporter sa petite pierre à l'édifice, n'est-ce pas Abdelrahman? Oui, bonjour Christophe, bonjour Hakim. Bonjour Abdelrahman. Oui, moi je suis d'accord avec toi sur un côté que Farhat Mhenni il représente que lui-même, il représente pas la Kabylie. Moi en tant que Kabyle, on ne demande jamais l'indépendance ni l'autonomie. Voilà. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est l'injustice que les Kabyles subissent depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, même depuis les années 50. Parce qu'il ne faut pas oublier l'assassinat d'Abd Ramadan, il a été assassiné par ce qu'on appelle le clan de Oujda. Donc moi je reviens... Je serais même pour citer Amirouche, moi. Oui, Amirouche si aussi, il a été assassiné par ce clan de Oujda, etc., avec Silhaouès en 1959. Mais moi je voudrais revenir sur le printemps noir, enfin le printemps berbère de 2001. Il y a eu quand même 126 morts. Ces 126 morts, c'est qui les a assassinés ou tués? C'est bien la gendarmerie nationale algérienne, oui, c'est bien la police nationale algérienne. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun policier, aucun responsable n'a été jugé pour ces assassinats. Bien sûr, l'ancien directeur général de la DGSN, Ali Tounsi, il a été assassiné dans son bureau avec son collègue, on connaît l'histoire de colonel Attaf. Hein? Et par contre, le général de la gendarmerie nationale, qui est Bostella, le général-major Bostella, qui était général à l'époque de la gendarmerie nationale, il n'a jamais été jugé pour ça. Abdelrahman, on prend acte de ce que vous dites, c'est des faits historiques, personne ne peut le nier. Ok. Maintenant, la question qui se pose, c'est, et parce qu'il faut pas s'embrouiller avec les morts, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. C'est comme ça, c'est comme ça, malheureusement. La question c'est, est-ce que pour des revendications sociale, économique et même d'ordre politique, est-ce qu'on doit demander une indépendance, brûler le drapeau, arracher le drapeau algérien, aller s'acoquiner avec l'entité sioniste, aller avoir des sponsors comme BHL? Mais c'est le monde à l'envers. Nous, on est d'accord que Farhat Mhenni il représente que lui-même. Ah bah Farhat Mhenni, c'est le président du MAC. La Kabylie et des Kabyles, ils sont contre Farhat Mhenni. Donc on ne parle pas de Farhat Mhenni. Moi aujourd'hui, je parle de cette injustice que la Kabylie a subie depuis des années. Regardez l'infrastructure en Kabylie, n'ont jamais été développés. Regardez par exemple l'économie en Kabylie, ils n'ont jamais été développés. Pourquoi? Par le pouvoir actuel, c'est le pouvoir. Nous on parle de ce pouvoir parce que moi je suis contre ce pouvoir. Bouteflika, pourquoi ils n'ouvrent pas une enquête sur les assassinats de ces jeunes-là? Parce qu'aujourd'hui on parle des assassinats de ces jeunes, mais il y a des blessés aussi. Il y a eu plus de 300 blessés. Il y a certains qui sont blessés graves, il y a certains qui ont été amputés de leurs jambes, de leurs membres. Ils n'ont même pas une pension. Non mais là-dessus Abdelrahman, je te rejoins parce que c'est vrai que personne n'en a parlé, il y a eu aucune manifestation organisée et aucune enquête, en tout cas sérieuse, n'a été déclenchée sur ce qui s'est passé quand même. Quand tu disais tout à l'heure, des morts, il y en a tous les jours, Hakim, on est d'accord, mais quand même 126 morts suite à une répression, une manifestation, ça se passe dans d'autres pays, je te garantis que ça réagit, vite même. Maintenant, il faut avoir les tenants et les aboutissants de ce genre d'événement. Quels que soient les tenants et les aboutissants, il n'y a pas lieu d'avoir 126 morts de la jeunesse algérienne. Après, c'est très très grave, Christophe. 126 morts. Si c'était en France, 126 morts. Vous savez, Hakim, le gouvernement il tombe. Le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. On peut aller voir, 2001. Nous en Algérie, le printemps noir 2001. Morts, et sans compter des blessés. Ouais, mais bon, on va pas comparer l'Afrique avec l'Europe. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Kabyles, ils sont bien sûr contre ce pouvoir. Alors, on parle d'un. Il n'y a pas que les Kabyles en Algérie. Il n'y a pas que la région de Kabylie qui manque d'infrastructures où les choses elles se font à un rythme certain. Voilà, il n'y a pas que la Kabylie en Algérie. Il y a le sud, il y a Gherdaya, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le centre. Oui, mais la Kabylie, ils ont donné des centaines de colonels durant la révolution algérienne. La Kabylie, ils sont à l'origine des accords d'Évian. La Kabylie, ils ont tout donné pour libérer l'Algérie. Donc la Kabylie, normalement, elle est prioritaire. Il y a des résistants, c'est clair. Aujourd'hui, elle est la dernière région en Algérie. Quand même, c'est très très grave. Moi, je connais la Kabylie, par exemple la Grande Kabylie. Moi, quand je vais chez moi en Kabylie dans un village, c'est la route française, c'est la route de l'époque coloniale qui existe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que c'est normal tout ça? Oui. Alors, d'accord, les revendications, bien sûr que c'est pas normal. Les revendications sociétales, parce qu'on parle de société, de voisinage, de région locale,
comment on peut les traduire et les faire aboutir au niveau politique. Oui, mais Farhat Mehani, j'arrête pas de te dire, Farhat Mehani, il n'est pas représentatif de la Kabylie. Farhat Mehani, il représente un petit mouvement ici en France, et puis bien sûr, il est financé par par Bernard-Henri Lévy, par Henri Comacchia, on connaît l'histoire. Donc tout ça, mais il représente pas la majorité des Kabyles. Ouais. Merci Abdelrahman. Merci beaucoup Abdelrahman, et c'est bien que les Kabyles le disent. Parce que on a malheureusement pas le temps, il faut qu'on avance. D'autant plus qu'on a un invité. Si tu veux parler de la Kabylie et de l'Algérie, Christophe. À chaque fois qu'il nous appelle des avis tranchés, ça suscite des réactions. Monsieur alors j'ai encore perdu le nom. On va parler d'un site internet maintenant, d'un site qui vise à apprendre à parler l'arabe, mais pas seulement. Avec monsieur Bartak, c'est ça? Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Barkat, oui. Ouais, Barkat. Donc, alors le site s'appelle Plume de l'espoir. Oui, la plume de l'espoir.free.fr. Alors, présentez-vous un petit peu auprès de nos auditeurs qui vous écoutent ce soir, et c'est vrai qui, pour beaucoup d'entre eux, ont cette envie d'enrichir leurs connaissances dans la langue arabe, ou peut-être tout simplement d'apprendre cette belle langue arabe. Tout à fait. Donc moi je me présente, je m'appelle Badawi Barkat. Pour la petite histoire, il y a une 20aine d'années, quand j'ai voulu commencer à prier, j'ai appris donc l'arabe et le Coran. Malheureusement, je l'ai appris faux. Je l'ai appris faux à cause de deux choses. Tout d'abord, la phonétique, qui est totalement fausse. Donc après, moi, je pourrais donc vous donner certains exemples. Et aussi, parce que bon, j'ai fait des cours à la mosquée, mais ils n'étaient pas assez adaptés. J'ai donc décidé donc de créer un site internet, comme je voulais qu'il soit créé il y a 20 ans, le jour où j'ai voulu apprendre l'arabe et le Coran. Donc si vous voulez, moi je souhaitais déjà mettre en garde la communauté musulmane en général par rapport à la phonétique, puisque si vous voulez, donc moi je suis français, donc je lis très bien le français, je lis aussi très bien l'arabe, et je vous confirme qu'aujourd'hui, dans les phonétiques, il n'y en a pas une qui est correcte. Alors Hakim Ra qui parle l'arabe, alors certainement beaucoup mieux que moi. Hakim, est-ce que t'es... Moi aussi, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'étais, enfin, des versets coraniques pour m'aider, et pas pour faire la prière, tout simplement, en arabe, parce que la prière, elle doit se faire en arabe, pas dans une autre langue. J'ai appris avec la phonétique. Mais le problème de la phonétique, c'est que le cerveau, il retient les lettres latines, parce qu'en fait, quand on dit phonétique, ce qu'on apprend dans les ouvrages qu'on peut trouver dans les librairies, c'est une translittération en caractère latin, parce que les règles de la phonétique, c'est une langue internationale, c'est autre chose. Donc déjà, là, c'est un point à préciser. Et le problème, c'est que on va retenir par exemple, Christophe, on va parler en exemple. Le ha. Comment tu vas l'écrire en français? Parce que le son ha, il n'existe pas. Bah H-A, non? Mais H, c'est comment tu prends? House, en anglais, tu mets house? Si vous voulez, j'ai créé justement une nouvelle phonétique avec de nouveaux codes. Une nouvelle phonétique, carrément, d'accord. Voilà. Mais par contre, le plus grave, c'est que moi, j'ai rencontré 5 très graves erreurs. Oui. Bon, vous qui lisez l'arabe, vous allez me confirmer la première erreur. Donc, par exemple, vous avez des lettres arabes. Le mime, par exemple. Dans un verset, oui. Comme vous le savez, c'est une lettre fine. Oui. Donc vous dites mais. Vous dites pas ma en fait, par exemple. Oui. Et le problème, c'est qu'aucune phonétique au monde, parce que je peux vous dire que ça fait longtemps que je fais ce travail. Ah, par exemple pour le mot Maliki Yawmiddin, par exemple pour le verset. Si c'est pas Maliki Yawmiddin. Dans tous les mots, c'est écrit Maliki. Maliki. Donc déjà, il y a une petite erreur. Oui. Tu vois, Christophe, ça c'est dans la sourate Al-Fatiha. Ouais. Au début, on dit Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire Seigneur de jour du jugement. De la résurrection. Ouais. C'est, si vous voulez, ce qu'il dit Abdelrahman, c'est ma, c'est pas ma. Voilà. Mais donc, ça, il n'y a que la langue arabe, hein. Ça, il faut passer par l'arabe, en fait. Ce qui est extrêmement grave, et là vous allez me confirmer, c'est que vous avez des sites qui proposent une phonétique, mais au niveau de la shadda, si vous voulez, elle n'est pas différenciée. La shadda, c'est le fait de retenir la lettre, Christophe. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez, concrètement, en traduction, je parle. La prononciation de la lettre. Pour certains mots, au lieu de dire que vous adorez Dieu, en fait, si vous ne prononcez pas la lettre correctement, donc en appuyant sur la lettre, vous dites que vous adorez le soleil. Qui pour moi est, quand même grave. Alors, concrètement, ça donne quoi là? Allez-y, un exemple.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous avez pas mal de personnes qui ne prononcent pas la lettre forte. Donc appuyez donc le Y, ce qui fait que ça change totalement la phrase. Totalement le sens de la phrase, quoi. Exemple? Ben, il vient de le dire, non? Comme dit, donc l'exemple, c'est Dieu que nous adorons et c'est Dieu que nous appellerons secours. Oui. Le fait de ne pas appuyer sur la lettre, ben, en fait, en traduction, vous dites que vous adorez Dieu et que vous adorez le soleil, quoi. Voilà. Donc ce qui est quand même extrêmement grave, quoi. Oui. Alors, vous visez à remettre un peu d'ordre dans tout ça, au travers de votre site internet qui vous demande donc beaucoup de travail. Oui. La plume de l'espoir, qu'est-ce qu'on peut y retrouver d'autre sur ce site? Ben, tout d'abord, une nouvelle phonétique que je suis en train de mettre en place, qui permet donc la lecture correcte, puisque malheureusement, pour moi, qui dit phonétique, dit lettres écrites, des lettres prononcées. Qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand vous lisez des phonétiques, vous avez des lettres qui ne sont pas censées être lues, mais qui malheureusement sont écrites. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans mon site internet, ça vous permet d'apprendre donc dans plusieurs onglets, pour éviter bien entendu l'ennui et que vous laissiez tomber l'apprentissage, d'apprendre toutes les lettres pour être capable de prononcer correctement et surtout de lire correctement avec les règles de récitation. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez des lettres en arabe, par exemple le N, donc le Noun. Quand il n'y a pas de voyelles et quand elles sont devant une autre lettre, par exemple le L, le Noun n'est pas lu. Or le problème, dans aucune des phonétiques, il y a justement cette différence. Si vous voulez, dans les phonétiques, même quand la lettre n'est pas censée être lue, elle est quand même écrite. Très bien, ça c'est un petit peu complexe, hein, mais en tout cas ça a le mérite d'être clair et d'être dit aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui souhaitent évidemment se perfectionner, enrichir, apprendre, bien sûr, on apprend tous les jours. Eh bien, c'est d'aller sur le site internet, vous allez tout y retrouver. Donc c'est la plume de l'espoir. L'adresse exacte du site c'est donc http donc la plume de l'espoir.free.fr. La plume de l'espoir.free.fr. Et alors donc ça prend beaucoup de temps ça à préparer, à mettre en place, à mettre en œuvre. Malheureusement ça prend énormément de temps et malheureusement je travaille donc je m'y consacre que peu de temps et pour moi c'est assez gênant parce que il y en a qui trouvent leur bonheur en regardant des films, d'autres qui trouvent leur bonheur en faisant du foot. Moi je trouve mon bonheur en faisant ce site internet. Et donc moi mon but aujourd'hui c'est de laisser tomber mon travail pour m'y consacrer à 100%. Pour que bien entendu les gens trouvent toujours de nouvelles sourates, etc., etc. Donc moi je suis à la recherche en fait de mécènes entre guillemets. Donc je suis à la recherche de personnes qui sont prêtes à me payer 1 euro par mois. 1 euro par mois. 1 euro par mois, c'est pour que les gens me suivent dans la longueur. Moi j'ai compté, il me faut peut-être une dizaine d'années pour faire le Coran tout en entier. Ah oui. Le Coran en 10 ans. Mais vraiment, avec toutes les précisions, etc., puisque vous avez quand même 3 niveaux, etc., donc c'est extrêmement précis. Et aujourd'hui, j'ai eu la bonne nouvelle, d'ailleurs, de certaines mosquées qui commencent à faire apprendre à partir de mon site. Ils se sont rendus compte que leur méthode n'était pas assez précise. Donc à partir d'une nouvelle règle de phonétique, c'est ça? Tout à fait. Donc l'intérêt, c'est-à-dire votre travail, c'est d'avoir élaboré une nouvelle phonétique. Enfin, une phonétique qui aide à prononcer bien les lettres de la langue arabe. Tout à fait. C'est ça en fait. Une nouvelle méthodologie d'apprentissage. Mais à travers la phonétique. Voilà. D'accord. Phonétique et aussi en arabe. Et la bonne phonétique, si possible. Voilà. Mais moi, c'est peut-être tout bête la question que je pose, mais pourquoi pas apprendre l'arabe directement? Bah justement, dans mon site, vous avez la possibilité d'apprendre l'arabe. Oui. Et le Coran, mais surtout avec les règles de récitation. Et ce, mot par mot. D'accord. Mais il faut apprendre l'alphabet et la prononciation des lettres arabes. Comment? Et donc il faut apprendre l'alphabet arabe et la prononciation des lettres de l'alphabet arabe. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ça en système d'onglet, pour que justement vous ne laissiez pas tomber. Et en plus, pour rendre ça professionnel, j'ai utilisé une personne qui a le diplôme de lecture.
pour prononcer les lettres. Et donc il y a du son sur Internet. Il y a le son des lettres. Exactement. D'accord. Exactement. Et en plus, pour que ceci soit vraiment professionnel, moi je suis suivi par une personne qui a le diplôme des 10 lectures. D'accord. Donc si vous voulez, ce site non seulement est fait, mais en plus il est corrigé derrière. Donc est-ce que c'est destiné aussi aux ceux qui veulent apprendre le Coran qui appartiennent à des langues en caractère latin? Je sais pas moi, des Suédois, des Anglais, des Allemands. Ah oui, tout à fait. Et pourront utiliser votre site aussi? Tout à fait. Ah, d'accord. Pour l'instant, ce site traduit est en français. Ah, il est en français, d'accord. Voilà, bien entendu, j'ai l'intention de faire ça en version arabe, anglais et éventuellement allemand, mais pour l'instant, c'est qu'en français. Et vu que justement, c'est un travail de très 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 longue haleine. C'est très minutieux. Moi, personnellement, j'ai été extrêmement déçu de ne pouvoir faire que les 5 dernières sourates en 4 mois. Pourquoi? Parce que malheureusement, je suis obligé de travailler pour vivre. J'ai aussi une femme et des enfants, donc je n'ai que très peu de temps. Et je suis prêt, si la communauté musulmane me suit derrière, que pour 1 seul euro par mois, à laisser tomber le travail pour m'y consacrer à 100%. D'accord. Alors on rappelle les coordonnées du site pour conclure. Donc ça s'appelle donc http http:// la plume de l'espoir, donc pour un seul mot sans tirer, sans accent, .free.fr. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté votre méthodologie et tous ceux intéressés de se rapprocher auprès de vous et ne pas hésiter à vous contacter via votre site justement pour vous aider. Et de toute façon, ce site est gratuit, donc que les personnes acceptent d'investir ou pas, ce sera quand même gratuit pour la communauté. Et d'autres sites qui suivront, quoi. Merci à vous en tout cas. C'est pas mon premier projet et ce sera pas le dernier, quoi. Bonne soirée, à très vite, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Voilà, bon. Ça a l'air quand même assez compliqué cette histoire. Bah non, en fait il veut mettre de l'ordre dans l'utilisation de la translittération en caractère latin qu'on retrouve dans les livres pour apprendre l'arabe. Mais en vrai c'est utile parce que quand t'es avec ton ordinateur tout seul, tu t'as pas quelqu'un qui peut t'aider à prononcer et à sortir les lettres comme il le faut de ta gorge, de la bouche. Donc tu vas les lire dans la langue étrangère, quoi, c'est-à-dire le français, l'allemand ou quoi. Bon, alors il est déjà moins de quart. Waouh, on a beaucoup de retard. Nous étions le 29 juin 1992 du côté de Annaba. Voici ce qui s'est passé en direct à la télé algérienne. Mohamed Boudiaf, président de l'Algérie, tué en direct à la télévision à Annaba, à la maison des cultures de Annaba, le 29 juin 1992. Alors la communauté internationale s'inquiétait, elle pense que si le fils n'était pas associé à une solution politique à l'époque, le pays va sombrer dans la violence. Un mois après son retour, Mohamed Boudiaf donc reçoit la presse internationale, la presse étrangère. Écoutez la question d'un journaliste du Monde. Georges Marion du Monde. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé du dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le fils ou certains de ses dirigeants actuellement prisonniers? Il faut dialoguer avec les gens qui posent le problème de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste. Le dialogue auquel j'appelle les Algériens, c'est ce dialogue avec la base de l'Algérie qui a été méconnue, de cette Algérie qui a été maintenue en dehors de tous les circuits, de cette jeunesse qui ne voit pas une issue à sa situation. Je crois que le problème se pose sur le dialogue, c'est avec cette catégorie d'Algériens, cette catégorie d'avenir qui aujourd'hui est en train de se poser des questions et dont une grande partie a certainement voté pour le fils par désespoir ou pour toute autre raison. Avant cette époque, il n'y avait pas d'autorité de la loi. Il y avait une anarchie monstre en Algérie. Chacun se prétendait être le guide de l'Algérie. Les mosquées sont devenues des estrades où on faisait des professions de foi délirantes, et ainsi de suite. Cela n'existera plus. Quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam.
Voilà. Et bon, c'était donc Mohamed Boudiaf que nous venons d'écouter, qui répondait aux questions donc d'un journaliste du Monde. Et vous savez ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Le 29 juin 1992, donc Mohamed Boudiaf était assassiné en direct, comme on l'a écouté à la télévision. On a le temps peut-être de faire un petit coup de zapping, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes dans zapping, mon cher Hakim, ami auditeur. Notamment Jean-Luc Mélenchon hier, qui était l'invité d'Europe 1, à la question aux attaques de Manuel Valls, sa réponse. Il en a profité d'ailleurs pour parler de Farida Amrani. Il était temps quand même, écoutez. Jean-Luc Mélenchon sur un qualificatif qui vous a été attribué hier par Manuel Valls, qui dit Jean-Luc Mélenchon, il est dangereux. Vous vous estimez dangereux ? Je sais pas de quoi il parle. Manuel Valls appartient. Il dit même France Insoumise, il travaille, il cautionne l'islamisme radical. Enfin, en tout cas, il a des mots très durs pour vous. Mais ce mot dangereux, il veut dire quelque chose en réponse. Non, mais c'est quand même grave de voir ce personnage qui représente un passé que tout le monde méprise, celui des reniements, des mensonges, qui ont été celui des gouvernements Hollande. Manuel Valls a été un des premiers ministres les plus violents de l'histoire de la République par le nombre d'opérations de police qui ont été montées contre des manifestants, aussi bien contre la loi El Khomri que la désastreuse affaire qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse. Donc c'est pas à lui d'aller dire que les autres sont dangereux quand lui, il s'est manifesté comme un danger. J'ajoute que ce qu'il dit sur l'islamisme est un moyen pour lui d'exister. Il espère que Mélenchon réponde, donc on va parler de lui, etc. Non, nous n'avons aucune concession avec l'islamisme politique. Je combats de toute façon l'intrusion de toutes les religions dans la politique. Alors celle-là comme une autre. Et j'ajoute que la majorité des musulmans sont bien de mon avis et considèrent que c'est une religion et pas un parti politique que leur croyance. Donc Manuel Valls a une espèce de névrose sur la question de l'islam qui fait que il ne voit plus la vie que sous cet angle. Et est-ce que on l'entendait dans le journal de 7h30 tout à l'heure, contestez-vous son élection, la candidate France Insoumise Farida Amrani, qui a été battue de 139 voix, déposera bien aujourd'hui un recours devant le Conseil constitutionnel, vous pouvez nous confirmer? Oui, de ce que je sais, elle va le faire et elle a raison. Et je trouve déplorable qu'on ait traité Madame Amrani et ses amis d'une façon pareille, enfin ne pas avoir le droit d'entrer dans la mairie au moment où on fait le recomptage, être brutalisée de cette sorte. Est-ce parce qu'elle s'appelle Amrani qu'elle doit être traitée différemment du reste des Français? Sous-entendu sur le fait qu'elle est d'origine étrangère, c'est ça? Il y a eu un moment assez curieux dans les images qui en étaient montrées. On a présenté tous ces gens qui étaient autour d'elle comme des exaltés, des excités, sans tenir aucun compte de la violence incroyable qui était en train d'être commise par Monsieur Valls. Je vous signale que même vos confrères ont été privés de leurs instruments de travail. Il a fichu tout le monde dehors, y compris les journalistes, quand même pas sortir avec leur magnéto. On verra bien, en tout cas, ce que dira le Conseil constitutionnel sur le recours qui sera déposé. Absolument. Excusez-moi, si vous m'en posez une autre, je répondrai à une autre. Voilà, Mélenchon qui s'est exprimé sur cette affaire, sur Amrani, parce qu'il a été attaqué par Manuel Valls, et donc la France Insoumise attaquée par Manuel Valls chez nos confrères d'Artel la veille. Donc voilà, alors il a fallu attendre quand même assez longtemps pour qu'il en parle quand même. Voilà. Alors on reconnaît bien là les techniques de bassesse incroyables de Valls à vouloir stigmatiser. Parce que dans les propos aussi, c'est des accusations d'antisémites envers Farida Amrani. Il l'a dit, on l'a écouté hier. Valls, tu vois, il parle de Roland antisémite. Voilà, donc c'est de vouloir mettre ça à toutes les choses pour l'agiter comme un drapeau. À chaque interview, on est à droit avec Valls. Voilà, et là maintenant, il se tourne vers Mélenchon. Bon, je pense qu'il est en train de... Comment dire, c'est à la descente aux enfers, comme on dit, pour Emmanuel Valls. Donc démission du Parti socialiste, En Marche qui veut pas de lui, une élection grandement contestée au niveau législatif, voilà. Donc ça sent la fin d'après toi? C'est comme il est en train de se débattre et voilà. Et de toute façon, je vois mal comment quelle galipette ou pirouette il va pouvoir faire au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour faire bonne figure et ne pas se faire railler par j'allais dire l'opposition, mais en fait tout le monde est opposé à lui parce qu'il appartient à aucune famille politique. Il est sous l'étiquette d'hiver gauche. Voilà. Parce qu'il
fallait bien. Mais bon, à suivre le dépôt à la cour. Bah ça a été fait. Le dépôt a été déposé hier. Donc il faudra attendre entre 4 et 6 mois pour avoir la réponse. Et ça c'est concret, c'est pas des blabla, c'est pas des accusations. Si le Conseil constitutionnel invalide l'élection, et seulement à partir de là, Valls ne peut plus aller à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc ça veut dire il y est jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Qui peut prendre moins d'un an. Qui peut prendre entre 4 à 6 mois. Moins d'un an. Donc voilà. Allez, dans un instant, le coup de cœur de Monsieur Hakim Rahal. On va parler de Michel Collomb. Tout le monde le connaît quand même. Ah oui, Michel Collomb, l'exceptionnel Michel Collomb. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2. Et n'hésitez pas, en tout cas, vous qui souhaitez réagir, vous qui écoutez, vous qui peut-être êtes frustré un petit peu de ne pas avoir être intervenu. L'émission elle est courte, Christophe. Voilà, l'émission elle est courte. En même temps, c'est bien. Faut rallonger l'émission. Faut le dire au patron là. Tout ce qui est court est bon. Oui. Alors, mon cher Hakim, 06 18 21 56 41, c'est le numéro du mobile répondeur 24h sur 24 pour y laisser. Et c'est là l'avantage, à n'importe quel moment du jour comme de la nuit, votre message. 06 18 21 56 41. Coup de cœur de notre ami Hakim Rahal. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, présente-nous ton coup de cœur. Alors, la sortie du dernier ouvrage du journaliste Michel Collomb. Oui. Donc, on va découvrir un plateau de 4 personnes différentes. Voilà, donc et le titre du plateau c'est où nous emmène plutôt Donald Trump. Voilà, donc il y a Badia Benjeloun, c'est une journaliste, Majed Némé, un journaliste, Bruno Dreski et Michel Collomb qui étaient réunis à Paris le 23 mai pour la présentation du nouveau ouvrage d'investigation, donc l'association, on va dire, de Michel Collomb. Ouais. Voilà, Le Monde selon Trump. On écoute. Voilà. Trump n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, que la version est totalement superficielle et qu'il faut aller bien au-delà du caractère du bonhomme et qu'il faut analyser ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi il y a eu un tel affrontement qui continue entre différents courants dans l'élite des États-Unis et quelles sont les causes de tout cela. Il y a de plus en plus de facteurs qui nous indiquent que c'est quand même les États-Unis actuellement n'est pas la seule puissance qui décide de tout et qui impose tout. Ça c'est fini. Ça, on l'a vu ça depuis, à mon avis, depuis la guerre de la Libye, c'est fini. Créer un contrepoids économique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc la puissance chinoise a besoin de temps et a besoin de paix. Et c'est pour ça que nous avons la guerre un peu partout dans le monde, parce que les États-Unis sentent qu'ils sont en position de s'effriter et que pour le moment, ça reste la première puissance économique grâce au dollar, mais le dollar s'effrite. Ça reste la première puissance militaire, mais l'économie américaine est de plus en plus essoufflée. Et donc les États-Unis ont besoin d'agir vite, alors que les Chinois et les Russes ont besoin au contraire de temps. Et donc cet affrontement, c'est aussi une question d'affrontement entre une puissance qui s'effrite et des puissances ou des contre-puissances qui émergent. Il y a l'école Kissinger qui dit on a tort de provoquer la Russie comme Obama et Clinton l'ont fait, de les encercler, de les provoquer, d'essayer de les déstabiliser. Il faut essayer de faire venir la Russie, puisqu'elle est capitaliste quand même, de notre côté et isoler la Chine qui est le grand ennemi. Hillary Clinton n'était pas de cet avis-là et elle poussait encore plus loin la politique d'Obama d'attaquer et la Russie et la Chine d'une façon qui pouvait nous mener rapidement à la Troisième Guerre mondiale. Enfin, rapidement, qui pouvait. Depuis la création des États-Unis, les États-Unis sont en guerre. Et singulièrement, depuis 1945, leur économie est droguée à la guerre. Ils ne peuvent pas faire autrement que pour être, et je continue d'être hégémonique, à faire des guerres partout et tout le temps. Mais il y a des conflits dans l'élite. Hein. Je pense que Trump en est un symptôme. Il a gagné les élections malgré lui. Et malgré l'énorme investissement des médias par rapport à Hillary Clinton. C'est elle qui devait prendre le pouvoir et pas Trump. Lui est arrivé presque par hasard. Donc, quand on parle de la politique états-unienne, elle est intimement liée à la politique israélienne. Je crois que ce sont des choses qui sont... On ne sait pas qui est la tête, qui est la queue, mais c'est intimement lié. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Hein. Voilà, alors le titre de la vidéo, Hakim, s'appelle... Alors on peut retrouver donc sur YouTube, vous tapez Michel Collomb,
où nous emmène Donald Trump. Une petite vidéo de moins de 10 minutes. Comment s'appelle la dame? Badia Benjeloun, c'est une journaliste. Oui, une journaliste qui appelle le Grand Forum de temps en temps. Ah bah je savais pas ça. Il se fait appeler Fatima. Et on te salue Fatima. Je t'ai reconnu. Voilà. Eh bien merci beaucoup mon cher Hakim. Je t'en prie. À très vite. Demain, Très bientôt. Tarek Mami, Mourad Goual pour nous accompagner. Dans un instant, la suite sur France Radio, France Maghreb 2 du Grand Forum. Merci Christophe, merci les auditeurs, à la prochaine. À la prochaine mon cher ami Hakim. Bonne soirée, il est pile 18h. Bon début de soirée. Merci d'écouter fidèlement France Maghreb 2, le rappel de l'actualité en ce jeudi soir. Bonjour à tous. Les députés de la France Insoumise n'iront pas à Versailles le 3 juillet. Jean-Luc Mélenchon et son groupe vont boycotter le congrès convoqué par Emmanuel Macron, dénonçant la prééminence absolue du président. Éric Woerth, élu président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre LR du budget prend la succession de Gilles Carrez. L'ancienne ministre et députée modem Marielle de Sarnez devient présidente de la commission des affaires étrangères. Les derniers textes budgétaires élaborés sous la présidence de François Hollande sont entachés d'insincérité. La Cour des comptes tacle la gestion de l'ancien locataire de l'Élysée, là où le précédent gouvernement visait un déficit de 2,8% du PIB pour 2017. Les magistrats annoncent un déficit de 3,2%. L'assurance maladie n'attend pas les directives du gouvernement en matière de dépenses de santé. L'organisme ambitionne une économie de près de 2 milliards d'euros en 2018. Elle entend notamment promouvoir les médicaments génériques et lutter contre la fraude pour atteindre son objectif. À l'étranger, la Chine continuera d'aider les Philippines à combattre l'organisation État islamique. Pékin a livré hier des milliers d'armes à Manille pour combattre les djihadistes qui occupent la ville de Mindanao au sud de l'archipel depuis le 23 mai dernier. L'armée philippine poursuit ses bombardements et ses combats au sol, mais sans parvenir à déloger les assaillants de l'État islamique. En Irak, l'armée a repris la grande mosquée Al-Nouri dans la vieille ville de Mossoul. C'est là que le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avait proclamé un califat le 4 juillet 2014. Selon le premier ministre irakien, la destruction du minaret la semaine dernière était le signe que l'État islamique reconnaissait officiellement sa défaite. En 3 ans, le groupe État islamique a perdu 60% du territoire qu'il occupait et 80% de ses revenus. C'est ce que révèle une étude du cabinet d'analyse IHS Markit. Retour en France, à Marseille, la municipalité veut moins de kebabs dans le centre-ville. Grâce à un droit de préemption, la mairie va acquérir des baux vacants de son hypercentre dans le but d'y accueillir des boutiques haut de gamme et des restaurants de qualité. Les premières épreuves du brevet des collèges aujourd'hui pour 800 000 collégiens. Après les épreuves de maths, physique, SVT et technologie, ils remplissent demain avec le français et l'histoire géo. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb